Euh, me présenter en 2 minutes. Comme vous voyez, je suis religieux. Je suis pas là d'abord à ce titre, plutôt comme philosophe. En fait, je réalisais, moi, j'ai jamais travaillé. Enfin, je n'ai jamais été employé. Et paradoxalement, ma spécialité progressive, c'est de bosser sur la philosophie du travail. Je n'ai pas de métier, mais j'ai des activités. La première, c'est l'écoute des personnes en état de désocialisation, de perte de repères psychiques ou humains. Voilà, donc c'est mon premier boulot, travailler sur les marges. Le deuxième, qui est à un autre extrême, c'est d'enseigner la philosophie, dont la philosophie du travail. C'est aussi de travailler depuis 25 ans avec le monde de l'entreprise sur les questions de handicap, l'insertion des personnes en situation de handicap, les jeunes, la rupture générationnelle, les questions d'insertion, en gros la question de l'homme dans l'entreprise. Et puis depuis maintenant quelques années, je suis à Avignon, je m'occupe de la culture là-bas et je suis en train de créer un lieu qui s'appellera le Parvis d'Avignon, qui est un lieu de rencontre entre le monde de l'entreprise, le monde de l'art, du théâtre notamment, puisqu'on est à Avignon, et les acteurs de la vie sociale. La dernière journée, elle était il y a une semaine, c'était sur l'exclusion comme fatalité. Point d'interrogation. Voilà. Alors, quelle est mon analyse, au fond, de cette question du travail ? D'abord, il est clair qu'on est désormais dans ce qu'on appelle une systémique de l'économie, de la politique et de la logique sociale à l'échelle planétaire, sur lequel nous ne pouvons rien, de manière directe. Au niveau macroéconomique, il n'y a aucune visibilité, à part, je ne sais pas trop quoi, un hiver nucléaire, de changer la logique du système. Et cette logique du système, soyons clairs, elle est celle du capitalisme libéral déraisonnable, et elle n'est pas au service de l'homme. Aujourd'hui, on peut le dire, elle est au service, on l'a dit tout à l'heure, elle sert une petite poignée de gens qui s'enrichissent sur son dos. Malheureusement, les logiques que nous avons choisies, c'est des logiques qu'il fallait éviter de choisir il y a maintenant un siècle, c'est-à-dire faire reposer l'économie sur la consommation. Je pense que c'est la première gigantesque erreur qu'on ait faite. Si vous lisez Jean Baudrillard, il annonçait déjà dans les années 70 que faire vivre les sociétés autour des objets, c'est transformer progressivement le citoyen lui-même en objet. Et faire vivre les sociétés autour d'une manipulation des symboles de consommation, c'est engendrer la morbidité et les logiques suicidaires. Voilà. Il était parfaitement prophète. C'est vrai, c'est tout simple. Faire fonder le développement économique sur l'acte compulsif d'un achat déraisonnable et sur la consommation de masse, c'est flinguer la planète par une production totalement excessive, 2, flinguer le psychisme par une logique du désir complètement déraisonnable qui décentre la personne humaine et qui la fait vivre complètement à l'extérieur d'elle-même, dans la matérialité des choses. Et puis, c'est mettre l'ensemble des personnes en état de compétitivité, de rivalité, selon le principe mimétique qui fait que je veux ce que veut l'autre. Donc, fonder la logique sociale sur la consommation, c'est créer finalement une désagrégation sociale et personnelle à haut niveau. Bon, bref, on a fait ce choix et on ne peut pas y revenir. Parce que vous n'avez pas de pouvoir, pas plus que moi, et même si on réunissait tous les gens qui en ont un, on n'aurait pas de pouvoir pour faire rebasculer le système dans une logique, vous voyez, de régulation de la consommation, de recentrage sur les individus. On va voir, il y a des logiques et il y a des forces, et vous en faites partie, qui ont à pirater le système de l'intérieur, mais il ne faut pas rêver le renverser. Vous voyez, on n'en est pas là. David face à Goliath, ça s'est joué une fois, mais là, c'est difficile de taper sur un front quand il y a 120 têtes. Enfin, vous voyez, c'est ça l'hydre de la logique collective. Voilà. Donc ça, il faut le voir froidement. Et dans cette logique-là, effectivement, il y a des logiques collectives qui vont vers la disparition, d'abord l'inégalité de l'accès au travail, et puis vers je dirais progressivement, l'homme devient à l'extérieur de la logique de travail. Alors, les 3 raisons, je ne vais pas les développer. La première, c'est la machine. Parce que le deuxième choix qu'on a fait, c'est au fond, pas simplement développer la consommation, mais aussi de mettre la productivité technologisée au cœur des choses. Or, la machine, elle est beaucoup plus performante que nous en termes de traçabilité, perfection, optimisation de la puissance, démultiplication de la puissance. Nous, on n'a que nos petits points et nos petits muscles, ça ne va pas très loin, même avec des amphétamines. Et donc, concrètement, la machine, elle a cette puissance de démultiplier l'usage des ressources, l'énergie matérielle en production. Voilà, on a fait ce choix, et effectivement, la machine, progressivement, nous exclut. C'est très clair, les robots demain raconteront mieux les histoires au lit des enfants parce qu'elles pourront avoir la voix de l'arrière-grand-mère, répéter 120 fois le même conte avec des variations et fasciner les enfants alors que leur père en a marre au bout de 15 secondes. Aujourd'hui, vous avez Gulli qui remplace les grands-mères. Demain, le robot sera un espèce de Gulli adapté qui en plus aura la voix qu'on voudra, la gentillesse et la délicatesse que personne jamais n'aura eu envers les enfants. Voilà. Je rigole, mais on y est.
Vous pouvez vous faire scanneriser en hologramme et vos arrière-petits-enfants pourront discuter avec vous sur les questions contemporaines de leur époque avec la forme de structure mentale qui est la vôtre grâce au big data, l'affectivité qui est la vôtre réactualisée. Enfin, on est là-dedans. On n'est pas, ça, c'est pas dans demain, c'est dans tout de suite. Voilà. Donc cette question-là, elle n'est pas simple, mais bon, c'est un fait. La deuxième chose, c'est au fond la délocalisation du travail. C'est-à-dire que dès qu'un pays devient compétitif, eh ben, il va trouver un pays dans lequel il y a des gens qui sont moins bien payés pour faire le travail manuel. Enfin, c'est assez simple. Donc là, il y a une logique collective. Moi, la première fois que j'ai commencé à bosser dans le monde d'entreprise, c'était tout à fait par hasard. Et le premier mot qui m'a surpris, parce que évidemment, j'y connaissais rien, moi. Donc, j'ai bossé 1 mois dans un mini-marché. Je voulais faire du cinéma, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'économie dans ce cas-là. Et alors, il utilisait le mot de délocalisation. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi, vous faites de la science-fiction, vous dématérialisez les choses et vous les rematérialisez ailleurs. Et en gros, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, quand ils m'ont expliqué, je dit, mais en fait, vous êtes des agents de la colonisation, quoi. Vous planétarisez le capitalisme de manière active, vous faites muter les populations en implantant une logique capitalistique dans des cultures qui ne sont peut-être pas du tout biocompatibles avec elles. Donc vous êtes des agents inconscients, mais bon, il a fallu un peu expliquer. Mais le troisième facteur quand même, qui favorise l'exclusion de l'homme de l'espace de productivité, c'est la financiarisation de l'économie. Parce que finalement, l'argent rapporte plus d'argent que la production. Et pour que l'argent rapporte de l'argent, l'humain n'a pas besoin d'être convoqué comme personne. Voilà, donc ça, Ensuite, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les raisons de se battre pour le travail. Là, c'est très simple, hein, c'est l'anthropologue qui parle. L'acte de travail est l'acte fondamental de structuration de la personne humaine. On a commencé à être quelqu'un en attrapant le bout de nos pieds, et surtout, la première fois qu'on a accompli un acte extraordinaire de dépassement de soi et de maîtrise de la matière au service d'un truc complètement fou, c'est le jour où on s'est mis à marcher. Marcher, c'est du haut niveau technologique de gestion du corps. Je ne sais pas si vous avez réfléchi 2 minutes. Hein. Gérer une masse musculaire sur la taille de 2 timbres-poste, parce que les pieds d'un enfant, c'est tout petit. Gérer un déséquilibre dynamique simplement sur la base de la confiance de 2 idiots aînés qui vous disent « mais oui, vas-y mon petit chéri, tu vas y arriver ». Vous n'avez plus jamais fait ça dans votre vie. Hein. Vous avez demandé des garanties, des vérifications, des traçabilités des process. Voilà. Peut-être... Voilà, je vous souhaite de mourir de la même manière, c'est-à-dire de mourir comme on se met debout pour marcher, mais le reste du temps, on n'a jamais pris 2 fois la même risque dans notre vie. Voilà. C'était un acte de valorisation extrême. D'ailleurs, on le sait très bien, Piaget l'a montré, si je n'ai pas de maîtrise du corps, je n'aurai jamais de maîtrise ni de la raison, ni évidemment du travail. Et donc le travail, c'est la dynamique de la maîtrise de soi. C'est la dynamique par laquelle j'inscris ma trace dans le monde. Et donc je délimite ma place dans le monde, parce que je sais faire ça. Moi, je sais que écouter les gens, c'est quelque chose qui est très dévalorisant parce que vous n'avez jamais de trace de rien du tout. Parce qu'il faut toujours recommencer en plus. Mais il m'est arrivé dans ma vie de crépir un mur. Je suis heureux parce que chaque fois que je passe devant ce mur, c'est moi qui l'ai crépi. C'est incroyable. J'ai fait un truc et il est toujours là. Et c'est mon mur, quoi. Et donc, je vaux au moins ce que vaut ce mur. Le reste, j'en sais rien. Voilà. Et donc, concrètement, l'identification, la fierté, la valeur de soi par l'acte de travail, c'est quelque chose de radicalement structurant que rien ne peut remplacer. Dire mais oui, on a besoin d'amour et de relations, ça vaut rien. L'amour vaut rien si je dépends systématiquement de l'affectivité d'autrui pour savoir si j'existe. Vous voyez, c'est une catastrophe, ça. Je dois être capable d'identifier que j'existe sans l'autre. Après ça, pour m'accomplir, j'ai de nouveau besoin de l'autre. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Mais... En tout cas, l'acte de travail, c'est vraiment l'acte de l'autonomie de base. Donc ça, ne pas permettre... Et là, je dis, moi, je serai à moitié d'accord. Pour moi, ce n'est pas l'emploi. L'emploi, c'est une insertion sociale. Mais si déjà je peux travailler, c'est pour ça que pour moi, un chômeur, il faut lui permettre de travailler. C'est encore mieux si on lui donne de l'emploi. Mais il ne faut pas qu'il arrête de travailler, de faire quelque chose dans lequel il vaut ce qu'il fait. Au moins ça. Puisque précisément, socialement, il est reconnu comme quelqu'un qui ne vaut plus grand-chose. Vous voyez, c'est ça la problématique. Et donc, il me semble, ça c'est le deuxième, c'est que la seule manière de réhumaniser une économie en voie de déshumanisation, c'est l'acte de travail. Vous voyez, je veux dire, une entreprise qui est capitalistiquement rentable, elle ne vaut humainement ce que vaut la qualité du métier de chacun. Vous voyez, l'investissement personnel de chacun par rapport à ce qu'il fait. La même entreprise, elle peut avoir des esclaves bien payés, vous voyez, qui sont lobotomisés du point de vue de leur conscience d'eux-mêmes et qui n'ont pas conscience de la valeur de leur métier, qui ne vivent qu'en fonction de leur rémunération. Et vous voyez, même la valeur sociale, c'est pas que je m'en fous. Oui, je m'en fous d'abord de la valeur sociale. L'important, c'est la qualité propre de ce que je fais. Je vaux d'abord ce que je fais. Ensuite, je vaux le service que je rends.
Mais moi, la moralisation du travail, c'est pas mon truc. Dire, mais oui, tu comprends, tu rends service à la société, ce que tu fais est inintéressant, mais c'est tellement important pour nous. C'est un peu se payer la gueule des gens. Non, ce que tu vaux, ça vaut par soi. Un charpentier, il n'a pas besoin qu'on lui explique que ça a une fonction sociale. Un artiste, d'ailleurs, il fait des choses qui n'ont pas de fonction sociale. Ça a une valeur en soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me semble... Derrière, il faut tout le reste. Et bien sûr qu'il faut le reste. Parce qu'effectivement, le troisième élément, c'est que le travail collectif ou le travail communautaire qui s'appelle l'entreprise, les communautés de travail sont les premiers lieux d'insertion sociale. Puisque l'espace public est devenu un espace sauvage, de rivalité individuelle sans beaucoup de... Oups, pardon. Allez-y. Oui, je vais ralentir. Finissez. Enfin, je vais ralentir et raccourcir. Voilà, donc c'est un lieu, aujourd'hui, c'est devenu le principal lieu de socialisation, sur la base de la reconnaissance dans l'espace de l'entreprise, de la valeur de mes actes et de mon métier, c'est-à-dire de l'amélioration de ma compétence. On est d'abord apprenti, et puis ensuite on est ce qu'on appelle un licencié, c'est-à-dire celui qui a le droit de faire, puis ensuite on devient un maître. Voilà. Et dans le travail, il y a la même chose. Puis un jour, on a non seulement la maîtrise du métier, mais en plus on est capable d'innover, à ce moment-là, on est capable d'enseigner le métier. Voilà, ça, ce sont les raisons qui me semblent intrinsèques. C'est-à-dire que c'est insensé d'envisager une société sans travail, c'est d'envisager une société de non-humains, pour être clair. Le loisir pur, c'est les mollusques, c'est l'espèce de dessin animé horrible là, où le petit robot, là, où les humains sont une espèce de gros obèses qui ne savent plus marcher, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai vu Wall-E, voilà. Moi, j'ai vu 3 minutes du truc, ça m'a flanqué un blues comme jamais dans ma vie, quoi. Je me suis dit, mais ça, c'est l'horreur, quoi. Les barquettes, oui, de chair affaissée en guise d'humain. L'inverse de la personne debout. Aristote disait, le propre de l'homme, c'est la tête et la main, c'est-à-dire l'alliance entre le corps et l'esprit. Du coup, les solutions. D'abord, c'est ce qui commence à naître comme alternative à un modèle qui est en train de disparaître. Marc Lévy montre ça très bien. Le paradigme de la productivité à outrance est en train non seulement de commencer à montrer le caractère obscur de sa logique, mais une part de la population, au moins occidentale, commence à percevoir la révolte de la partie basse des classes moyennes. L'élection de Trump, c'est ça. Le Brexit, c'est ça. C'est des gens qui disent, mais on est exclu de cette logique-là. Voilà. Donc il faut l'entendre. Et donc pour moi, la forme, c'est la résistance, ce que j'appelle l'archipel de la solidarité. C'est-à-dire en gros, c'est pas avec un système, c'est pas avec une World Company de la solidarité qu'on va s'en sortir. C'est au fond avec parce que les logiques humaines, c'est des logiques à taille humaine, et la confédération de logiques à taille humaine, ça finit par donner des choses bien plus puissantes qu'une grosse machine. Je suis toujours frappé de voir que avec un fil de pêche, si vous le tressez en filet, vous pêchez beaucoup plus de poissons que si vous faites de la pêche à la ligne. Donc, vous voyez, le maillage des unités à taille humaine finit par donner une puissance d'action à la condition, effectivement, non seulement d'un bien commun, mais d'une intention commune. Donc le deuxième élément qui va, la deuxième solution, c'est les mutations culturelles dans lesquelles nous sommes en train d'entrer. Moi, je dis de temps en temps, on apprenait, j'aime bien les 3 valeurs de la République, sauf qu'à mon avis, elles sont à l'envers. C'est-à-dire que commencer par la liberté, c'est ne jamais arriver à la fraternité. Parce que du coup, les libertés sont rivales. Je pense que la grande erreur de la République, c'est qu'il fallait commencer par la fraternité, qui permet de réduire les inégalités et un jour de nous libérer les uns par les autres, pour être clair. Parce que je ne vois pas très bien comment on se libère par soi. Toujours par autrui qu'on est libéré. Il nous donne l'espace de la liberté. Voilà, donc la fraternité comme un élément pivot, pas comme un truc pieux. Bisounours, la fraternité, c'est une exigence qui est dans nos entrailles, quoi, qui fait que mon semblable... Si je ne tiens pas en compte de lui comme de mon frère, voilà, l'humanité n'a pas durablement de sens et de valeur. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est la valorisation du travail. Et puis plus profondément, je pense que c'est le changement de paradigme radical. C'est de comprendre que le grand génie de la personne humaine, c'est le génie de sa fragilité. Il n'y a pas de créativité sans fragilité. Il n'y a pas d'innovation sans fragilité. Il n'y a pas de mise en jeu de ma responsabilité sans fragilité. La fragilité, ce n'est pas la faiblesse. La force de l'homme, c'est sa fragilité. Et donc, avoir comme horizon mental la toute-puissance, c'est dire que c'est un mauvais pari. Or, on est là-dedans. C'est beaucoup plus vieux que le monde économique. C'est au fond de viser à la maximalisation de la puissance. Voilà. Et je pense que l'erreur de base, elle est là. C'est que finalement, l'humain ne fleurit que dans la bienveillance réciproque à l'égard d'êtres fragiles. Merci beaucoup.